bonjour et merci pour l'invitation. Très honoré d'être là. Effectivement, on va essayer de faire un peu vite et puis palpitant parce que c'était déjà, je pense que ça nous a déjà bien rempli le cerveau ces premières heures. Alors, sur la rénovation, là, on a beaucoup parlé de problématiques assez terre à terre et que tout ça, c'est des systèmes très, très complexes avec beaucoup de réglementations, mécanismes fiscaux, etc. Moi, je vais revenir un petit peu là sur les grands objectifs. Sur la rénovation, donc, on a des objectifs qui sont liés à nos engagements climatiques, qui sont vraiment très très important. La stratégie nationale bas carbone, sa version 2, en attendant la version 3, elle nous fait aboutir à des objectifs de rénovation de l'ordre de 1 million de rénovations globales annuelles en 2050. Et aujourd'hui, on devrait déjà être à quelques centaines de milliers par an. C'est actuellement pas du tout le cas, hein. On est très largement en retard sur ces objectifs-là. Si on met bout à bout tout ce qu'on fait du côté de l'isolation, on a 200 à 400 000 rénovations annuellement qui ont vraiment un effet significatif sur la performance énergétique, au sens où ils permettent de sauter des classes énergétiques. À côté, il y a un tas d'autres gestes, il y a beaucoup de remplacement du chauffage. On en parlera peut-être après avec Monsieur Repentin, mais les dossiers côté ANA, c'est plusieurs centaines de milliers d'aides côté changement du chauffage et seulement 65 000, si ma mémoire est bonne, rénovations globales, sachant que les rénovations globales au sens de l'ANA sont déjà amoindries en termes d'effet par rapport à la façon dont on s'utilisait avant le vocable et à la façon dont c'est entendu dans la SNBC. Donc on est assez loin là-dessus, sachant que voilà, d'un certain côté, ces objectifs ils peuvent nous paraître un peu non négociables de leur côté si on veut atteindre les objectifs climatiques et les objectifs énergétiques. Je rappelle que le bâtiment, c'est un consommateur majeur d'énergie en France, c'est à peu près 40% de la consommation d'énergie finale, le logement, c'est à peu près 28%. Donc on est là sur quelque chose qui est absolument dimensionnant sur la façon dont derrière on organise nos systèmes énergétiques et sur la capacité à fournir cette énergie. On sait qu'avec les rapports RTE, on l'a vu, côté électricité, on marche un peu sur une ligne de crête. Côté gaz, on imagine que pour la fourniture de biogaz, on aura à peu près 150 TWh en 2050. C'est ce que consomme aujourd'hui le logement. Donc on a vraiment des besoins de réduire ça très largement. Et donc de faire beaucoup plus de rénovation et pas uniquement d'aller consommer d'autres énergies en consommant toujours autant. Alors, c'est d'autant plus malheureux le fait qu'on n'arrive pas à atteindre ces objectifs-là que ça a été rappelé notamment par Jean-Claude Drian en introduction. On en fait depuis un moment de la rénovation. Je ne remonterai pas jusqu'au Palulos, mais tout ce qui est éco-PTZ, CITE, ça a été créé dans les années 2000, entre 2000 et 2010. Et voilà, aujourd'hui, on a une action qui est pas suffisante, alors que, donc, je le disais, c'est un passage obligé de la transition énergétique. Techniquement, entre guillemets, c'est facile, c'est-à-dire que, contrairement à d'autres secteurs de qui ont besoin d'une décarbonation, toutes les technologies sont là aujourd'hui. Il n'y a pas de pari technologique, on sait isoler, on sait mettre des chauffages bas carbone. Il y a beaucoup de co-bénéfices du côté de la santé, du côté de l'emploi. Ce qui est aussi beaucoup plus facile que d'autres secteurs, c'est que c'est un secteur où il n'y a pas besoin de changement majeur des habitudes de la population. Bon, on a parlé un petit peu du plan sobriété, ça a un peu marché, mais globalement, il ne faut pas changer la façon dont on mange, il ne faut pas changer la façon dont on se déplace. Je veux dire, c'est quasiment indolore, à part les quelques mètres carrés qui peuvent être effectivement perdus en isolation par l'intérieur, mais c'est quasiment indolore du point de vue des usages. Donc, tout ça fait qu'il faudrait qu'on arrive à... Ça paraît être un des secteurs sur lesquels il faudrait qu'on agisse et sur lesquels c'est relativement simple. Jusque-là, je pense qu'une des choses qui fait que ça n'a pas forcément marché, en tout cas pas forcément à l'échelle, c'est déjà que l'action de l'État était un petit peu erratique. Malheureusement, typiquement, on l'a vu avec la RT 2012, on s'est rajouté des problèmes sur le neuf avec une réglementation qui était très pro-gaz qu'on va payer sur les prochaines décennies. Quand on va devoir changer ces chaudières gaz-là, il va y avoir un tas de difficultés et un tas de surcoûts. Il y a eu des pas en avant, en arrière. Côté éco-PTZ, par exemple, au début, on avait une obligation de mettre en place des bouquets de travaux, puis on n'en a plus, etc. Et finalement, aujourd'hui, on a
globalement d'une politique qui incite à la rénovation par geste. Alors on est doucement en train de revenir là-dessus vers du plus global. Du coup, on avait des subventions qui, aujourd'hui encore, hein, quand on subventionne des changements de chauffage, pendant longtemps, étaient plutôt, je dirais, quasiment des subventions sociales que des subventions environnementales. C'est-à-dire qu'on subventionnait des choses qui étaient des standards de marché. Typiquement, la chaudière gaz à condensation, c'est, on va dire, un standard de marché depuis le début des années 2010. Et on l'a subventionné encore jusque assez récemment. Je dirais que le tournant, il a quand même eu lieu sur la mise en place d'une action beaucoup plus rationnelle par l'État. Je le daterai à peu près de 2019, quand on a arrêté de subventionner les chaudières fuel. Hein. Rendez-vous compte qu'on subventionnait les chaudières fuel jusque 2019. Aujourd'hui, on est quand même allé assez vite. Et on a amélioré ça. On peut le voir aussi du côté de ce qu'on appelle le SPE, donc acronyme un peu barbare pour dire Service public de la performance énergétique de l'habitat, si j'ai bon. Et on avait par exemple avec ça la possibilité de créer un tas de dispositifs d'accompagnement différents avec des prérogatives différents, chaque territoire pouvant un peu choisir son format, qui aboutissent quand même à des systèmes qui sont assez difficiles à comprendre, qu'on a d'abord essayé d'unifier sous la marque FER, qui a fait long feu, hein, elle a duré 2-3 ans, pour devenir France Rénov'. Donc on voit qu'il y a une dynamique, une bonne volonté de faire converger les choses. Le passage du CITE à la prime, ma prime rénov', aux mains de l'ANA, etc., fait que cette dynamique-là, elle avance, elle fonctionne, mais disons qu'on a eu des débuts, je pense, assez erratiques qui n'ont pas joué en notre faveur. Et on le voit notamment, hein, d'ailleurs, dans les indicateurs de suivi qui ont pu être proposés. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas quoi suivre en termes de nombre de rénovations. La SNBC2 introduisait cet indicateur un petit peu bizarre d'équivalent rénovation globale. Aujourd'hui, le SGPE nous propose de suivre le nombre de rénovations du pilier performance, qui devrait bientôt advenir. Voilà, et d'un autre côté, il y a les C2E avec des térawattheures QMAG, des choses comme ça. Donc c'est très difficile aujourd'hui de dire à quel point on n'est pas en phase avec les objectifs. Et bon, alors il y a eu cette action un peu erratique, et d'autre côté, il y a eu aussi le fait que les moyens finalement sont encore insuffisants. Hein. Aujourd'hui, par rapport à la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone, il faudrait à peu près multiplier les moyens par 2,5. Donc ça, c'est ce que dit un think tank qui s'appelle I4CE, qui regarde les sujets de transition climatique sous l'angle économique. Donc un amendement à 12 milliards d'euros comme celui qui a été retoqué l'année dernière, c'est à peu près ce qu'il faudrait faire en termes d'ordre de grandeur. C'est probablement pas ce qu'il faudrait faire en termes de méthode, mais en termes d'ordre de grandeur, si possible de manière un petit peu mieux phasée, potentiellement avec des lois pluriannuelles, c'est vers ce genre d'ordre de grandeur-là qu'il faudrait aller dans le soutien public à l'investissement dans la rénovation. Voilà, donc on a pris du retard et on est plutôt sur une dynamique positive. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé ces dernières années, et c'est encore assez difficile de savoir quels vont être les effets. Côté RE 2020, côté opposabilité du DPE, loi climat et résilience, convergence des gestes chez l'ANA, etc. C'est assez difficile de se faire une idée de à quel point tout ça va avoir un effet rapide, mais moi, si je devais faire une devinette là-dessus, c'est quand même que ça suffira pas tout à fait. Si j'ai bien compris, là, on est plutôt sur, après un début assez fort côté ANA, on est plutôt sur une baisse du nombre de dossiers. Évidemment, hein, c'est les particuliers qui décident, et c'est eux qui décident s'ils font plutôt du geste ou du global. Mais du coup, moi, ma devinette, c'était plutôt que si on manie pas un petit peu plus le bâton, notamment avec une obligation de rénovation, par exemple, à la mutation sur l'individuel, avec des contributions beaucoup plus significatives sur le fonds travaux dans le collectif, par exemple. Donc on revient un peu sur la thématique du jour, j'ai l'impression d'atteinte partielle au droit de propriété. Mais si on manie pas ça un petit peu plus fort, avec évidemment alors plutôt un côté voiture-balai, en ayant d'abord mis en place les moyens d'incitation et d'accompagnement qui permettent de faire ces rénovations ambitieuses d'abord, si on manie pas ça derrière en voiture-balai pour s'assurer que tout le monde le réalise, eh ben, on aura du mal à atteindre les objectifs. Ça veut dire que y a voilà,
une nécessité d'y aller beaucoup plus fort là-dessus. Mais je pense que, et là je vais dépasser un petit peu le cadre de cette table ronde-là pour aussi parler vision globale avec tout ce qui est neuf et construction, c'est que aujourd'hui, disons la rénovation, on l'a dit plusieurs fois, elle n'est pas compétitive sur beaucoup d'aspects par rapport au neuf. Et donc, il y a probablement aussi, et c'est en train de se faire avec le ZAN, etc., une reconfiguration et un petit peu plus de contraintes qui doivent être mises sur le neuf. Alors, avec une vision globale à la fois sur construction de logements, emploi et mobilité. Et donc là, ça dépasse, je pense, le secteur du logement et le public qui est ici. C'est que on a mentionné le sujet de la réindustrialisation tout à l'heure, notamment à l'aune de la transition écologique. Il y a une modification en profondeur de notre économie et aussi de notre géographie économique. Le fait qu'on ait autant de logements vacants n'est pas forcément une fatalité, même si je n'ai pas de solution clé en main pour les réoccuper, mais il y a quand même une problématique à laquelle il faut s'attaquer là, et en parallèle, offrir les conditions de la mobilité bas carbone. La quantité de logements qu'on construit est également, on l'a dit tout à l'heure, vraiment un sujet très important. Aujourd'hui, on a côté exploitation, on a beaucoup parlé de rénovation, mais côté exploitation, on est à peu près à 12% des émissions nationales de carbone sur le logement, et un peu plus de la moitié de ça, ce serait l'équivalent, ce serait la construction. Si on fait bien le travail de rénovation, la proportion, elle va s'inverser d'ici 2050. C'est-à-dire qu'on dépensera 2 fois plus de carbone en construction qu'en exploitation dans les bâtiments. Donc on voit là qu'il y a vraiment 2 fronts à mener en même temps et ensemble. Et sans la maîtrise de la quantité de construction, on sait que du côté industrie, dans l'industrie du ciment, de l'acier, etc., les trajectoires de réduction des émissions de carbone ne bouclent pas. Donc il y a vraiment un sujet important ici. Et donc je pense que ça va passer, et c'est un chantier qui est devant nous pour les prochaines dizaines d'années, par le fait de rendre cette rénovation plus compétitive au détriment du neuf. Donc ça veut dire qu'il y a un tas de niches fiscales, notamment à chasser. Et là, je pense autant au GNR, au gazole non routier, que à des choses comme les frais de notaire, ou j'imagine qu'il y en a un tas d'autres que je n'ai pas en tête. Il y a ça d'un côté. Les aides à la pierre aussi, évidemment. Je ne sais pas s'il y aura peut-être un Vergrit bientôt qui prolongera, qui améliorera encore le de Normandie, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a aussi vraiment une question de vision de l'aménagement du territoire qui, aujourd'hui, n'est pas très présente. On a fait le ZAN un petit peu comme une mesure technique, et puis on revient dessus parce qu'on ne s'est pas vraiment mis d'accord collectivement sur ce qu'on cherchait à faire en termes d'aménagement du territoire, où est-ce qu'on cherchait à vivre, de quelle manière, etc. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Donc bonjour à tous, Pierre Laurent. Donc moi je vous parle avec une casquette Caisse des dépôts, donc une casquette financeur. Je suis très heureux de participer à mes premières rencontres dans ce cadre aussi improbable qu'enchanteur. Et donc en tant que financeur, je vais vous parler plutôt de problématiques financières. Et peut-être dire 2 mots de la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts et le logement, c'est évidemment un financeur du logement social, puisque nous sommes le financeur de référence du secteur, avec plus de 10 milliards de prêts chaque année proposés au secteur, et des prêts qui sont adossés à la ressource de l'épargne populaire, le livret A, le livret de développement durable et le LEP. C'est une grosse manne financière qui bénéficie principalement donc aux bailleurs sociaux, mais aussi aux collectivités locales, puisqu'on finance tous les projets d'investissement des collectivités locales, et en particulier, c'est un petit sifflement, et en particulier les projets d'investissement verts des collectivités pour qui l'on propose des taux très préférentiels. Et la Caisse des dépôts, c'est aussi un opérateur, CDC Habitat, un opérateur majeur qui est très important en matière de logement social et de logement intermédiaire. Alors dans cette petite introduction, on a 10 minutes, c'est pas très long, je vais revenir très rapidement sur le scénario économique, qui est quand même un gros bouleversement et qui va expliquer quand même ce qu'on peut faire, ou qui contraint ce qu'on peut faire en matière de rénovation. Vous apporter un petit éclairage sur l'équation production, rénovation, et en particulier pour le secteur du logement social que l'on connaît bien.
Et j'évoquerai rapidement la question de la rénovation du parc privé. Alors, retour très rapide sur le scénario économique, hein, qui est quand même un gros choc hein, que l'on vit, on en a un peu parlé ce matin. On sort quand même d'une décennie de baisse continue des taux d'intérêt, baisse continue qui nous a permis de toucher des niveaux de taux très bas, voire même négatifs, et ça produit finalement la possibilité d'avoir de l'argent à très bon marché. Alors la fin de cette période n'est pas une bonne nouvelle pour les acteurs du logement. C'est pas une bonne nouvelle parce que... Voilà, c'est juste qu'il faut le mettre en face, très bien. Parce que cette période est terminée, on l'a dit, on ne la voit pas se renouveler à court terme, mais elle produit à la fois un choc d'offre et un choc de demande. Donc choc de demande, on l'a dit, les conditions d'emprunt se tendent pour les ménages, donc ça va réduire la demande. Et choc d'offre, on a à la fois un coût, un renchérissement des coûts d'investissement liés à l'inflation, plus important que l'inflation d'ailleurs en termes de coûts d'investissement, et aussi une augmentation des frais financiers. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on produit un logement, on mobilise énormément de dettes. À titre d'exemple, quand on produit un logement social aujourd'hui, il y a environ 70 à 75% du total qui est de la dette. Donc vous imaginez que la période, la décennie derrière nous a été extrêmement favorable, celle qui s'ouvre, bien entendu, les moins. Donc tout ça va réduire l'offre. Autre point spécifique pour les bailleurs sociaux, qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'une grosse partie de leur autofinancement qui sert de moteur à l'investissement est liée à la vente HLM, à peu près pour moitié. Donc la vente HLM va être plus contrainte avec la hausse des taux, donc ça va réduire l'autofinancement et donc réduire aussi la capacité d'investissement des bailleurs et donc leur capacité en particulier à rénover. Alors dans ce paysage un peu sombre, il y a quand même une bonne nouvelle hein, qu'il faut souligner, c'est que les économistes nous disent que on prévoit aujourd'hui un retour à la normale, alors je mets beaucoup de guillemets à la normale, en 2025-2026. Donc finalement c'est assez rapide. Alors retour à la normale, ça veut dire quelque chose qui devrait nous faire revenir l'inflation autour de 2%, un petit peu plus. Et donc dans un scénario, on va dire renormalisé, on peut produire du logement. On l'a fait dans le passé, donc on pourra le faire dans le futur, même si on a, disons, deux années à passer. Et puis dernier point dans ce scénario, il y a aussi une autre bonne nouvelle, c'est que le taux du livret A a été bloqué à 3%. Alors c'est pas une bonne nouvelle pour vous en tant qu'épargnant, mais ça vous impacte très peu. Hein. Voilà, à l'échelle individuelle, c'est des toutes petites sommes, mais à l'échelle du secteur, c'est très important. Pour les bailleurs sociaux, la limitation de 1% du taux du livret A, ça leur permet d'économiser environ 1,4 milliard de frais financiers par an. Vous voyez, c'est une énorme bouffée d'oxygène qui n'apporte pas une solution à tout, je vais y revenir, mais qui est quand même importante. Donc équation, production, rénovation. Alors je voudrais aussi rappeler un point, alors c'est connu, je ne vais pas développer, mais c'est qu'en matière de rénovation dans le parc de logements français, le parc social est plutôt plus performant que le parc privé, pour des raisons liées à ses caractéristiques, son âge, la part du collectif, etc. Bon, mais aussi pour un point extrêmement important, c'est que le parc social, il est géré par des professionnels. Donc géré par des professionnels qui ont une logique patrimoniale efficiente par rapport à ce parc, à la différence du parc privé, qui est dans des situations beaucoup plus hétérogènes. Et les bailleurs sociaux bénéficient aussi, au-delà de leurs compétences à faire, de financements adaptés. Alors il y a l'éco-prêt pour les ménages, mais il y a aussi un éco-prêt pour les bailleurs sociaux, l'éco-prêt logement social, qui vit de très longue date et a donné vraiment de beaux succès. On a réhabilité 40-50 000 logements par an depuis une dizaine d'années. Donc on a un dispositif qui fonctionne avec des réhabilitations énergétiques ambitieuses qui donnent lieu à des opérations assez massives. Alors, donc je vous parle en tant que financeur, donc je vous parlais de 2-3 choses financières, notamment la question des équilibres d'opération. Alors on l'a dit, rénover, c'est pas forcément très facile en termes d'équilibre d'opération. Et donc pour un bailleur, une opération de réhabilitation énergétique, par nature, elle est déséquilibrée. Alors elle est déséquilibrée parce qu'elle ne donne pas lieu, tout simplement, à des recettes supplémentaires. La plupart du temps, elles s'inscrivent, il faut le dire, dans le cycle de vie du patrimoine.
Tous les 25 ans, on doit rénover un logement pour tout simplement maintenir son attractivité et sa qualité. Mais lorsqu'on va chercher de la performance énergétique, donc il y a un surcoût, et ce surcoût, il va bénéficier essentiellement aux locataires et pas aux bailleurs. Donc là, on a vraiment un sujet avec ça. Donc il faut une sorte de forme de volontarisme, je dirais, pour faire ces opérations ambitieuses. Ce volontarisme, on l'observe chez les bailleurs sociaux, c'est un atout. En revanche, côté parc privé, en l'absence d'incitation financière à faire ces réhabilitations ambitieuses, c'est vraiment un sujet. Si l'on regarde par ailleurs côté opération de logement social en matière de construction, alors c'est beaucoup moins connu, mais aujourd'hui, une opération de construction neuve d'un logement social de référence, un logement plus, elle est aussi déséquilibrée. Donc, vous voyez, dans l'équation du système, c'est pas du tout évident d'avoir des grosses ambitions, puisque elles sont déséquilibrées avant le choc inflationniste, et ces déséquilibres vont s'aggraver. Donc, c'est vraiment pas simple de se projeter pour savoir comment on va faire évoluer le modèle en matière de rénovation. Donc, la question qui peut être posée, qu'on m'a demandé de traiter un petit peu rapidement avec vous, c'est est-ce qu'en particulier le secteur HLM peut mener de front les ambitions en matière de rénovation et de construction? Parce qu'on sait qu'il faut rénover, mais on ne peut pas arrêter de construire. Alors jusqu'à présent, compte tenu des bons fondamentaux du secteur, qui a des fondamentaux financiers solides, et dans la conjoncture de taux que l'on vivait, donc conjoncture de taux extrêmement favorable, le secteur HLM était vraiment en capacité de relever les enjeux proposés par les pouvoirs publics, aussi bien en matière de construction que de rénovation. Il en avait la capacité financière, en tout cas. Bon, après, il y a des problématiques opérationnelles, mais je dirais la capacité financière était là. Mais la nouvelle conjoncture économique change vraiment la donne. Alors, sans rentrer dans le détail, pour vous donner la conclusion, c'est qu'actuellement, quand on projette la capacité du secteur à faire, le secteur n'a plus les moyens de faire d'avoir une ambition de rénovation qui, peu ou prou, suivre la trajectoire SMBC et de continuer à construire autant que ce qu'il construisait précédemment. Donc là, si on voulait faire plus, il y aurait un effort subventionnel à faire, en particulier en matière de rénovation, ce qui pèse le plus dans les opérations, dans les équilibres d'opération. Il y aurait un effort subventionnel à faire pour accompagner. Donc tous ces travaux, je ne le détaille pas, mais ils vont être reportés dans une publication qui s'appelle Perspectives pour le logement social, qui est annuelle, qui va paraître à la fin du mois prochain, dans lequel on va vous donner tous les éléments de chiffrage donc je ne vais pas les déflorer, mais tout ça va être publié très rapidement. Et pour vous donner une idée de la façon dont on a réfléchi en matière méthodologique, c'était de dire on va prioriser la rénovation, en disant voilà, quels sont... on estime que le sujet rénovation va être priorisé au sein du secteur du logement social pour tout ce qui a été dit, tout ce qui va être dit à la table ronde en matière d'impératifs SMBC, et quelles sont les marges de manœuvre résiduelles qui restent au secteur en matière de construction. Et on voit qu'il doit réduire fortement la voilure d'environ 25 000 unités par an pour maintenir donc cette trajectoire de SMBC, qui n'est pas d'ailleurs tout à fait à la hauteur de la SMBC. Alors pour terminer, quelques mots sur le secteur privé. Alors le secteur privé, très différent, le parc privé, on est sur une toute autre logique, beaucoup plus difficile, on l'a évoqué. Alors côté Caisse des dépôts, nous-mêmes, on ne peut pas intervenir en direct sur le secteur privé, on ne peut pas prêter aux ménages. Pour un propriétaire occupant, on peut quand même dire aussi en équilibre d'opération que le TRI d'une rénovation lourde, même à 30 ans, on va dire qu'il reste quand même incertain et qu'il est très difficile d'adosser des remboursements d'emprunts à des économies d'énergie. Il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Moi, je reste extrêmement prudent avec ça. Un fait stylisé que j'aimerais vous donner, c'est que 60% des propriétaires de passoires thermiques ont plus de 60 ans. Donc, Confère, si vous souhaitez vraiment creuser ce point, le rapport Sichel, que l'on a énormément travaillé en termes de propositions et d'état des lieux. Donc oui, il peut y avoir un sujet d'accessibilité bancaire pour ces personnes, lié à leur âge, lié à leur niveau de revenu, lié à leur capacité à faire.
Donc on avait mis en place le prêt avec les pouvoirs publics, le prêt avance rénovation. Ça serait bien que Bertrand Blancpain peut-être puisse nous donner peut-être un petit peu son avis sur ce prêt, ou plus globalement comment se déroule le financement de la rénovation des ménages. Et puis il y a le sujet des copropriétés, là aussi ça demanderait beaucoup de développement, qui est un segment spécifique, particulièrement épineux. Et en matière de financement, dans nos réflexions, on a cette piste d'imaginer un financement, donc une dette qui serait contractée par un propriétaire, mais qui pourrait être intégrée à ses charges, et ensuite transférable au moment de la cession au propriétaire suivant, de façon finalement à lisser l'effort financier de rénovation et transférer la valeur verte, en quelque sorte, aux différents propriétaires. On pense que ça serait peut-être une piste à creuser. Donc pour finir, j'évoque 2 pistes innovantes, mais très très brièvement. La seconde vie des bâtiments, qui est une initiative portée par l'USH et qu'on soutient énormément. Donc là-dessus, c'est moins une solution pour massifier la rénovation, mais c'est plutôt une solution, une alternative à la démolition-reconstruction extrêmement économe en carbone. Donc on la porte énormément, et je pense qu'Emakos en parlera cet après-midi dans la table ronde. Et puis le BRS. Alors on en parle beaucoup du BRS, donc c'est un montage qu'on soutient aussi beaucoup. Le BRS dans la rénovation, pourquoi pas? On peut quand même s'interroger sur le volume. Est-ce qu'on peut massifier et quel volume on peut faire avec du PRS? Voilà, je pense que c'est des questions qui peuvent aussi peut-être être explorées au cours de la table ronde. Merci à Rémi Babu et à Pierre Laurent. Egunon Deneri. Bonjour à tous, j'ai fait un effort. Ravi de vous retrouver cette année aux entretiens d'Initiative pour parler d'un sujet, alors je ne vais pas dire brûlant, parce qu'après les épisodes qu'on vient de vivre, et voilà, c'est peut-être un mot un petit peu inapproprié. En tout cas, pour parler de rénovation énergétique, de passoires thermiques. Merci aux 2 intervenants, Rémi Babu et Pierre Laurent, d'avoir cadré le décor, d'avoir posé le décor, d'avoir posé des questions et d'avoir posé des pistes de solutions. Et maintenant, on entre pleinement dans le débat avec nos intervenants. Bonjour à tous, merci pour votre accueil, je suis ravi de vous retrouver. Alors, la rénovation, donc Marie Defay, Jean-Claude Briand, on en parlait ce matin, c'est un sujet qui revient constamment. Après, ce sont des visions qui, comment dire, j'ai envie de dire presque d'en haut, c'est-à-dire on a des objectifs, la stratégie nationale bas carbone, des outils, des politiques qui sont mis en place. Or, ce que l'on voit de l'autre côté, c'est-à-dire les acteurs principaux, les particuliers, pour eux, c'est un chemin de croix. Parce que quand vous voulez rénover, d'abord, il y a des questions d'argent. L'argent est difficile à trouver, du reste à charge, ce sont des questions qui ont déjà été abordées. Il y a des questions de complexité administrative, il y a quelque chose de très anxiogène avec ce qu'on appelle les escrocs à la rénovation. On l'a vu avec les expériences malheureuses de ceux qui sont passés avec des aigrefins, les mauvaises isolations à 1 € par jour. Bref, c'est très compliqué. Moi, dans ma copropriété à Paris, on voudrait faire de la rénovation parce que les logements sont classés F sur le DPE, donc l'échéance arrive vite. Et il y a une sorte d'angoisse à se lancer dans ces projets-là parce qu'on n'est pas sûr. C'est très compliqué. La montagne, elle est quand même très, très raide. Donc l'idée de la table ronde, c'est vraiment de voir quels outils, je dirais presque immédiatement, on peut mettre en place pour se lancer dans ce projet qui fait de toute façon consensus. Il faut y aller, mais voilà, comment ? Comment ? Peut-être que nos intervenants ont des réponses. On va commencer avec vous, Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice des Alpes-Maritimes. Vous avez supervisé justement un rapport sur la rénovation énergétique en France. Alors quel est le diagnostic que vous avez posé déjà dans ce rapport en quelques mots, et après on reviendra à d'autres questions. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de participer pour la 2e fois consécutive à ces entretiens. J'ai bien conscience que c'est un privilège tout particulier. Donc je veux remercier bien sûr Jean-Luc Béraud. Alors si je suis devant vous aujourd'hui, c'est effectivement parce que a été mis en place au début du mois de janvier une commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. J'en ai été la présidente avec un rapporteur, un collègue du groupe écologiste, et nous avons rendu notre rapport à la fin du mois de juin. Nous avons, je pense, fait un travail très conséquent de fond, puisqu'on a auditionné près de 180 personnes, 66 heures d'audition plénière. On a fait des déplacements, que ce soit en Isère, dans les Alpes-Maritimes, mais aussi auprès des institutions européennes à Bruxelles. Et ce qu'on a essayé de faire d'une façon pragmatique et réaliste,
C'est d'une part, on s'est interrogé pourquoi la France peinait, voire n'arrivait pas à atteindre les fameux objectifs dont on vient de parler en matière de stratégie nationale bas carbone, qui étaient plutôt encore aujourd'hui les objectifs déclaratoires, il faut bien le reconnaître, plutôt que des objectifs réalistes et pragmatiques. Et on a essayé, dans le cadre de ce rapport, d'imaginer, de proposer un certain nombre de solutions réalistes, pragmatiques, à l'écoute des professionnels de terrain, à l'écoute des collectivités et des élus, mais aussi à l'écoute des citoyens, qui ont bien évidemment un rôle ô combien important à jouer en matière de politique de rénovation énergétique des logements. Et les enjeux, je vais rapidement les rappeler, on les connaît toutes et tous. Il y a aujourd'hui en France environ 37 millions de logements, dont 80% de résidences principales. Et sur ces 37 millions de logements, il y a environ 5,2 millions de logements qui sont étiquetés F et G. Donc avec passoire thermique et avec très brève échéance des interdictions de louer qui ont été fixées par la loi climat et résilience. Ça fait à peu près 18% du parc, il y a 17% du parc qui est en étiquette E, et puis un tiers en étiquette D, et seulement 5% grosso modo étiquetés A et B, et des étiquettes également C. Donc on voit combien le défi est extrêmement important et haut à relever. Et on voit aussi que depuis des décennies, et quelles que soient les couleurs politiques des gouvernements qui ont pu se succéder, eh bien, on a beaucoup de mal à atteindre des objectifs, parce que d'abord, il y a des objectifs qui ont été fixés effectivement par la SNBC. On en est très loin, on l'a dit, il faudrait aujourd'hui mener environ 370 000 rénovations globales par an jusqu'en 2030 et 700 000 après. Et qu'on le veuille ou non, alors le bilan, il est un petit peu, c'est grosso modo entre 50 000 et 100 000 rénovations globales maximum qui sont réalisées chaque année. Donc on voit combien le gap est important, et cela sans prendre en compte la directive européenne sur l'efficacité énergétique des bâtiments qui prévoit une réduction des émissions à 55% d'ici 2030. Donc il y a vraiment un enjeu écologique. Il y a un enjeu sanitaire et social indéniable, puisqu'il nous faut lutter contre la précarité énergétique à travers l'éradication de ces passoires thermiques, parce que ça a des conséquences importantes sur la santé. Et on peut quand même s'interroger aujourd'hui sur le fait que cette réalité est aggravée par la crise de l'énergie que nous connaissons, avec les prix de l'énergie, et aussi s'interroger sur le fait que les boucliers tarifaires qui ont été mis en place par le gouvernement, c'est quand même 65 milliards d'euros, alors que la politique d'aide en matière de rénovation énergétique, les crédits sont 7 fois moins importants. Donc ces boucliers tarifaires, ils ont un impact à très court terme, et on a une politique d'aide en matière de rénovation énergétique essentiellement à travers MaPrimeRénov' qui est 7 fois moins importante que ces boucliers tarifaires. Et puis il y a un enjeu urbain, un enjeu patrimonial, un enjeu paysager qui est indéniable. Alors, on a beaucoup parlé de zéro artificialisation nette, mais aujourd'hui, 2/3 des surfaces artificialisées, eh bien, elles sont directement liées à la construction de logements, mais on prend aussi en considération le fait que l'essentiel des logements de 2050, ils sont déjà aujourd'hui existants. Et il y a une dimension paysagère et patrimoniale sur laquelle nous nous sommes beaucoup interrogés, on a beaucoup travaillé dans le cadre de cette commission d'enquête, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un impensé considérable dans cette politique de rénovation énergétique des logements, qui était un impensé sur le bâti ancien, c'est-à-dire le bâti qui a été construit avant 1948. Aujourd'hui, il a aujourd'hui une dimension paysagère, patrimoniale importante, sauf qu'il ne faut pas aussi que les politiques de rénovation énergétique se traduisent par une banalisation de ce bâti, qu'ils se traduisent par quelque part aussi une destruction de ce bâti avec ses spécificités d'une région à une autre. Et on est dans une région aujourd'hui où, quand on voit cette ferme devant nous, ben voilà, il y a un caractère patrimonial, paysager important, et qu'on a vu aussi des désastres qui pouvaient être d'ores et déjà commis avec des isolations par l'extérieur. Je pense à, par exemple, des maisons à colombage en Alsace,
où véritablement, quand vous isolez par l'extérieur avec du polystyrène, vous voyez le saccage que ça peut faire, et qu'aujourd'hui, une politique de rénovation énergétique, elle doit plutôt participer à la valorisation de ce bâti ancien, à sa durabilité, que malheureusement à ce qui aujourd'hui est en train de se produire, parce que justement dans cette politique de rénovation énergétique des logements, il y a quand même cette impensée du bâti ancien qui est indéniable. Et puis il y a un enjeu économique, industriel, parce qu'il y a derrière une véritable filière industrielle à développer, qui sont des filières locales, qui véritablement peuvent être créatrices d'emplois localement en utilisant des matériaux locaux dans un certain nombre de territoires. Et notre pays doit aussi s'interroger et se dire que finalement, lorsque l'on met en place ces politiques de rénovation énergétique et les sommes considérables qui quand même sont investies en la matière, eh bien on doit aussi s'interroger sur le fait que finalement, est-ce que ça ne profite pas plus à des importations qu'à des véritables filières industrielles, locales, françaises? On voit quand il y a eu les annonces sur les pompes à chaleur à 1 euro, avec beaucoup d'accompagnement au niveau des aides publiques, bien sûr, nos concitoyens se sont précipités sur de telles annonces, sauf qu'aujourd'hui, on le sait très bien encore, 2 pompes à chaleur sur 3, elles sont produites à l'étranger. Il n'y a même pas de proportion de valeur ajoutée qui soit au moins française, voire européenne. Et la France, à travers ces annonces, est devenue quand même le premier marché français au niveau européen. Mais là aussi, on se heurte à un quasi-monopole chinois, par exemple, en matière de compresseurs. Donc tout cela doit aussi nous interroger. C'est tout sur ces enjeux-là que nous avons essayé de travailler, de dresser bien sûr des constats, mais aussi de faire un certain nombre de propositions. Et simplement pour laisser la parole à mes collègues, et je reviendrai certainement sur ces sujets, on va reparler. Il y a quand même aujourd'hui une politique de rénovation énergétique des logements qui est certes en cours de déploiement, mais qui est en cours de chantier. Elle est en cours de chantier parce qu'il y a encore beaucoup d'instabilité, parce qu'il y a encore beaucoup de complexité, parce qu'il y a une politique qui est encore peu solidaire. On en parlera certainement à travers le reste à charge, qui est un facteur d'inertie considérable pour que nos concitoyens s'engagent dans des travaux de rénovation énergétique importants. Quand on parle de travaux de rénovation énergétique importants, il faut qu'on aille de plus en plus vers des rénovations globales. Et puis, bien évidemment, il y a des outils qui sont là. Mais ces outils, il faut redonner de la fiabilité à ces outils, leur redonner de la confiance. C'est le DPE, c'est bien sûr le label RGE. Donc on va y revenir. Oui. Et pour tout cela, eh bien, ce chantier il est encore extrêmement important, mais on a des propositions. Et puis je pense qu'il y a aussi aujourd'hui une volonté véritablement de s'engager et de relever ce défi de la rénovation énergétique des logements. Donc c'est pas mission impossible, on va voir. Merci. Alors, un des grands problèmes à régler, c'est celui du financement. On le sait, vous soulignez, Madame la sénatrice, sur le reste à charge, sur le fait que sur les économies d'énergie, l'énergie n'est pas assez chère pour que ce soit suffisamment rentable rapidement. Il y a la valeur verte qui émerge, mais quand on revend un logement, on ne récupère pas le prix des travaux qu'on a mis dedans. Pourtant, Thierry Repentin, il y a tout un système d'aide qui fonctionne. Est-ce que, c'est suffisant? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Comment est-ce qu'on peut accélérer les choses sur le plan des aides? Parce que vraiment, il y a quelque chose à faire. Nous, l'écho qu'on a à PAP, c'est que les gens sont assez démunis par rapport à ça. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais répondre à votre question, mais je voudrais faire une petite incidente sur le débat qui a eu lieu avant, et ce qui me permettra de venir sur la question de la REB. Pour vous dire que je trouvais la matinée très intéressante, parfois un peu négative dans l'expression. Moi, je voudrais dire ici, avec un certain nombre de gens que je connais bien, c'est que la politique du logement, elle évolue dans le temps. Elle a beaucoup évolué, elle va continuer à évoluer. Et que l'intérêt, l'obligation, la responsabilité des pouvoirs publics, c'est de donner, en fait, aux opérateurs, aux responsables économiques, celles et ceux qui sont élus, celles et ceux qui investissent, des boîtes à outils. Comme quand vous allez chez votre garagiste, si c'est un garagiste qui est généraliste, il va avoir des boîtes à outils qu'il va utiliser suivant
la difficulté auquel il est confronté avec le véhicule que vous lui adressez, que ce soit de la carrosserie ou de la mécanique. Et puis, le véhicule d'aujourd'hui n'est pas le même véhicule qu'il y a 20 ans. Et c'est la même chose, puisqu'il y a des gens de la Fédération du bâtiment. Si vous avez une entreprise tout corps d'État, suivant la nature des travaux que vous allez lui demander, il ne va pas utiliser les mêmes outils. Pour la politique du logement, c'est la même chose. Vous avez des maisons qui ont été construites ou des appartements avant les normes des années 70. Vous êtes en milieu urbain, vous êtes ici comme en milieu rural. Et je ne voudrais pas laisser penser que finalement, celles et ceux qui ont été avant nous n'ont pas pris leurs responsabilités à l'époque. Je pense qu'ils les ont prises en tenant compte de ce qu'ils savaient, de ce qu'ils pensaient positif pour construire une politique du logement. Je pense par exemple qu'aujourd'hui, il y a des taxes. On a dit que les propriétaires fonciers ne sont jamais mis à contribution aussi. Il y a la possibilité par exemple de mettre une taxe sur tout le logement, sur tous les terrains qui ont été rendus constructibles. Toutes les communes en France ne les ont pas mises en place. Parce qu'il y a un débat dans le conseil municipal. Pour l'avoir testé dans plusieurs communes, c'est jamais très simple de dire à des propriétaires fonciers, les terrains qui valaient 1 euro effectivement, qui en valent 200, on va le taxer pour que la commune en récupère une partie. Voilà quelque chose de très concret. La taxe sur les logements vacants aussi, elle existe, ça donne des moyens. Les servitudes de mixité sociale, quelqu'un en a parlé ce matin, ont permis de construire dans notre pays beaucoup plus de logements sociaux qu'il n'y en aurait s'il n'y avait pas eu cette disposition. Et il y a des choses qu'on peut faire adopter quand les esprits sont mûrs. Et il me semble, vous en parlerez sans doute avec le ministre du Logement, mais tout a été proposé dans le Conseil national de la refondation sur le logement, quasiment rien n'a été retenu. Voilà. Je le dis aussi parce qu'il y a un moment où des décisions doivent être prises, et sur l'encadrement des prix du foncier, si les maires veulent le faire, laissons-leur au moins la possibilité de le faire, y compris sur les taxations foncières. Il y a des élus qui sont prêts à y aller. On n'a pas les moyens législatifs. Voilà, je dis ça parce que ça nous donne aussi des perspectives, en vous disant cela, de se retrouver dans 20 ans avec Jean-Luc Béraud de nouveau pour voir ce qui aura été fait depuis Bunus 2023 jusqu'à Bunus 2043. Et je suis sûr qu'il y aura des nouvelles dispositions dont on a parlé aujourd'hui qui trouveront leur présence dans le corps législatif ou réglementaire. Sur la question de la rénovation, c'est un peu la même chose. En ce qui me concerne, président de l'ANA depuis peu, je ne parlerai finalement que depuis la mise en place de ma prime rénov', c'est-à-dire 2020. Et elle a raison, ma voisine. On n'est pas dans une politique qui est établie. On est dans une politique qui est en cours d'établissement et de construction, liée, me semble-t-il, à un grand sommet qui a eu lieu à Paris. C'est la COP21, où la France s'est engagée à prendre un certain nombre de dispositions en matière environnementale. C'est un engagement à l'échelle de la planète. Et ensuite, il faut le décliner sur des territoires dans les politiques publiques. La rénovation, c'est un des sujets de ce grand rendez-vous à Paris sur la rénovation thermique. Alors, énergétique. Alors, on a trop fait sur le changement, par exemple, des modes de chauffage. Mais il y a une stratégie qui s'appelle la SNBC, qui effectivement a incité les pouvoirs publics à mettre de l'argent sur les changements de mode de chauffage. C'est vrai. Et 98% des nouveaux modes de chauffage qui sont mis en place grâce à MPR respectent totalement la trajectoire de la SNBC. Maintenant, il faut passer à l'énergie. Alors, quand on demande à nos concitoyens, finalement, est-ce que vous êtes content de ce qui a été fait ? Si on parle de ma prime rénov', 88% des ménages qui en ont bénéficié, 1 800 000 ménages, à 88%, ils se disent satisfaits. À 70%, ils disent nous n'aurions rien fait sans la présence de ma prime rénov'. Et à l'issue, globalement, des travaux qu'ils ont faits, ils ont économisé, en gros, 50% d'énergie par rapport à ce qu'ils consommaient avant les travaux. Donc, ça date de juin 23, ces statistiques. Donc, il y a un aspect positif. Mais moi, je dis que ce n'est pas un aspect qui doit s'arrêter là. Ça n'est évidemment pas suffisant. Et le nombre de rénovations globales, celles qui portent sur plusieurs gestes en même temps et qui, d'un point de vue environnemental,
sont les plus performantes. Évidemment que c'est celles qu'il faut pousser. Et dans le service public de l'organisation, dans France Rénov, qui a été inventé pour que les gens comprennent. France Rénov, je pense que ça parle spontanément. Ça veut dire, effectivement, on va nous aider, c'est un truc public, parce que d'un territoire à l'autre, les portes d'entrée n'étaient pas les mêmes. Là, au moins, avec une campagne de communication. Et on voit que l'impact dans le grand public, aujourd'hui, France Rénov est connu, et ils associent MaPrimeRénov', parce qu'ils disent qu'il y a de l'argent à aller chercher, soyons pragmatiques. Tout ça doit se mettre en place sur les territoires, et vous avez 550 aujourd'hui points d'accès en France sur France Rénov'. Ce n'est pas suffisant, il faudra qu'on en fasse plus, et ça ne peut pas marcher qu'uniquement sur les pouvoirs publics nationaux. Il faut qu'il y ait une impulsion nationale, il faut que les gens, effectivement, aient de la lisibilité sur ce à quoi ils peuvent prétendre financièrement pour pouvoir les accompagner. Mais je le dis, c'est plus vertueux que ce qui existait avant avec le CITE, parce que le CITE, c'était beaucoup les gens qui payaient un impôt qui se disaient « je vais en bénéficier déjà ». Et puis vous étiez remboursé 12 à 18 mois après, alors que MaPrimeRénov', c'est en moyenne 5 semaines après la fin des travaux. Est-ce que c'est suffisant? Je le redis, non, il faudra faire un effort de la nation plus consécutif. Pourquoi? Parce que là, on fait le lien avec la table ronde précédente. 380 000 mises en chantier, disait M. Drian en 2022. 5 millions de passoires thermiques susceptibles de sortir du parc, FSG. 5 millions par rapport à un rythme de construction de 380 000. Donc vous faites le ratio. Et par ailleurs, il y a un aspect social aussi majeur. C'est que, évidemment, tous les logements qui sont FSG, qui sortiront du parc, ne sortiront pas du parc pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on retrouvera dans ces logements statistiquement sortis du parc de la location des gens qui n'auront pas d'autre solution que d'aller s'y loger, parfois d'ailleurs sans être complètement déclarés. Et pour les marchands de sommeil, il y a un gisement potentiel ici sur lequel les pouvoirs publics devront faire très, très attention. Donc il y a à revoir les modalités d'accompagnement, mais c'est une politique qui avance en marchant. Il faudra probablement revoir aussi le reste à charge pour les ménages les plus modestes, même si aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 68% MaPrimeRénov' vont sur les 4 premiers déciles de la population, les plus faibles. Donc ça a rééquilibré aussi l'aide des pouvoirs publics au bénéfice des plus modestes et des modestes par rapport au CITE. Je le dis aussi, je suis maire d'une ville, je sais que ça ne passera pas, il n'y aura pas un élan sans que les collectivités locales soient un jour appelées autour de table financier. Et je ne sais pas si le ministre en parlera cet après-midi, mais quand on parle de la décentralisation des politiques du logement, qui est un sujet très à la mode aujourd'hui dans les pouvoirs publics, au plus haut niveau de l'État, j'imagine qu'il y a certaines idées pour que, y compris les collectivités locales, soient dans le financement, y compris de la rénovation, en subvention, vous verrez, en politique fiscale. Vous pouvez d'ores et déjà faire délibérer votre conseil municipal pour exonérer de foncier bâti pendant 3 ans tous les logements réhabilités d'un point de vue énergétique. Il y a 400 communes sur 36 communes, 36 000 qui l'ont mis en place. Vous verrez qu'un jour, si vous ne le faites pas, vous ne serez plus aidé ou il n'y aura pas de majoration. Bon, voilà. Donc c'est un vrai sujet sociétal, social et aussi économique, parce que derrière, il y a aussi toute l'activité économique locale. 7 milliards de subventions depuis 2020, 21 milliards de travaux pour l'économie des artisans locaux qui en ont bien besoin. Voilà, donc on va avancer, puisque je l'ai dit, c'est mon point d'entrée et de sortie. Tout ça, ça s'améliorera. Il faudra évidemment que tous celles et ceux qui comptent dans le débat public soient présents pour que l'an prochain, il y ait aussi dans la loi de finances le rendez-vous que nous attendons, nous, à l'ANA, pour pouvoir absorber les dossiers qui rentrent, 25 000 dossiers par semaine. Merci. Donc vous avez lâché quelques billes sur la réforme dont on parle depuis quelques semaines, sur MaPrimeRénov' et sur toutes les aides. Quelques billes, mais moi je très les elliptiques, jette, mais les billes, mais... c'est le ministre qui les arrête. Voilà, d'accord. On va continuer avec... Il sera là cet après-midi. Il sera là, on va voir s'il nous dit quelque chose ou pas. Et on va continuer avec le financement, puisqu'on a un banquier privé, donc autant l'interpeller et l'interroger pour savoir déjà dans un premier temps ce que dans votre banque vous avez mis en place en matière de financement de la rénovation.
Et après, on reviendra sur les autres modes de financement possibles. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Crédit Mutuel Arkea, ce n'est pas que le sponsor de l'Aviron Bayonnais. C'est le 7e groupe bancaire en France, le 27e européen. Et donc, même si nous sommes d'origine bretonne, dans des terres basques, je pense qu'on a beaucoup de points communs dans la culture, dans l'histoire, avec ce riche territoire qui est un peu le mien. Et je vois dans la salle quelques amis et connaissances. Nous faisons beaucoup de choses. Alors, le monde bancaire fait beaucoup de choses. Je parlais des établissements mutualistes. Les établissements mutualistes font beaucoup de choses parce que, vous le savez, ce sont nos clients qui possèdent ces banques. Et donc, nos clients nous interpellent sur les sujets du logement depuis de longues années, mais aussi maintenant sur l'énergie et sur la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, j'ai distingué deux grands domaines d'activité, le B2B, puisque nous finançons bien évidemment le logement social. C'était une des remarques du collègue de la Banque des Territoires. Historiquement, nous accompagnons les promoteurs, les foncières aussi, parce qu'il y a un gros enjeu aussi sur les foncières. On n'en parle pas beaucoup. On parlait des copropriétés tout à l'heure dans les tables rondes précédentes, mais les foncières sont propriétaires d'un parc énorme qu'il va falloir rénover. Donc, je veux dire, ça, c'est des choses qui sont déjà en route, sont déjà mises en place au travers des différentes banques. Et au niveau de Crédit Mutuel Arkea, vous l'aviez vu dans la tribune, on a mis en place des prêts en termes d'ingénierie assez intéressants, mais aussi avec des taux, on va dire, boostés dans le cadre d'objectifs de diminution de la consommation énergétique ou de l'amélioration du certificat d'énergie. Et donc, si dans le cadre de projets, les objectifs sont atteints, nous sommes prêts donc à faire une réduction de la charge d'intérêt sur ces projets. À quelle hauteur ? Alors jusqu'à 25% donc, sur les intérêts. Donc c'est quelque chose qu'on avait lancé en 2019, pour dire que ce n'est pas récent. Ça s'appelait Arkea Pact. Et puis maintenant, on a d'autres dispositifs. On l'a amélioré aussi grâce à nos clients, parce que nos clients nous interpellent et nous demandent de travailler avec eux. Sur le marché des particuliers, c'était un marché qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus atomisé. Et là, il faut peut-être remettre en perspective la vie d'un banquier, la vie d'un collaborateur qui est en agence, peut-être à côté à Saint-Palais. Et donc, lorsqu'il fait du crédit immobilier, en général, un conseiller clientèle fait à peu près 3 à 4 dossiers de crédit immobilier par an. Il a à peu près 200 produits à connaître. Donc, lorsqu'il va voir arriver un dossier de rénovation, la première fois, il va se demander par quel bout il va le prendre. Et donc, la difficulté que nous avons, nous, banquiers, c'est sur qui s'appuyer pour regarder est-ce que le dossier est bien conforme, est-ce qu'il va avoir les subventions, parce qu'il va falloir faire l'avance sur les subventions. Il faudra regarder le financement du reste à charge. Et donc, ce qu'on essaye de faire avec Crédit Mutuel Arkea, mais avec des partenaires avec lesquels nous travaillons, je ne sais pas s'il est là, mais Yannick Borde, qui est président de Procivis, je vois Philippe à côté, on regarde comment on pourrait faire pour essayer de travailler sur une sorte de guichet unique pour que le banquier puisse s'appuyer sur l'expertise de quelqu'un qui sait que le dossier va être bon, etc., puisse préfinancer cette subvention et puis faire proposer à notre client, je veux dire, un dossier complet sur l'avance, mais aussi sur le reste à charge. Donc je pense qu'on a encore beaucoup de choses, c'est ce qui a été dit sur les tables précédentes. On a à construire, mais le banquier a envie. Mais ce qu'il faut voir aussi dans la vie d'une agence, c'est que nous sommes plutôt sur des généralistes et donc on a besoin aussi de partenaires sur lesquels s'appuyer pour qu'on puisse répondre de façon rapide et pertinente à nos clients qui viennent nous interroger sur un financement d'un projet de rénovation. On a effectivement l'impression que tous les outils sont en place et l'idée, c'est de concevoir l'architecture du dispositif pour lui donner un nouvel élan. C'est ça, en fait. Oui, parce qu'il faut être efficace. Et oui. donc, c'est pour ça que je vous citais l'exemple de quelqu'un qui est en agence. Je veux dire, il n'est pas spécialiste et il va monter un dossier de rénovation peut-être une fois par mois. Donc, ça ne va pas être son quotidien. Donc, si on n'a pas d'appui, alors forcément, les banques vont s'organiser.
On a des organisations au travers de nos prescripteurs, etc. Mais il faut qu'on s'organise aussi avec les partenaires, avec l'ANA, avec d'autres organismes. Mais je crois que ça, c'est important si on veut que ce dispositif fonctionne et si on veut que les Français puissent, être assurés sur le fait qu'ils vont investir dans la rénovation de leur logement. Il faut aussi que l'investissement ait un retour soit retourné à la banque. Parce que sinon, le banquier ne va pas aller mettre de l'investissement dans la formation. Oui, alors le banquier va regarder le risque. Ouais. Et bon, c'est plutôt le particulier qui va regarder en termes d'investissement. Après, il y a des solutions qui ont déjà été imaginées, notamment par le Crédit Mutuel. C'est de dire qu'on fait l'avance et, entre guillemets, on se rembourse au moment de la vente du bien ou au moment de la succession. Donc ça, bon, je veux dire, le banquier est assez imaginatif pour trouver des solutions. Mais par contre, le banquier, il est là pour accompagner, pour proposer des solutions financières. Il n'est pas là pour regarder la partie technique. Est-ce que c'est les bons outils? Est-ce que c'est la bonne énergie, etc., etc. Donc il a besoin de s'appuyer sur des partenaires. Madame la sénatrice, dans votre rapport, quelles sont les pistes que vous avez évoquées pour simplifier tout système? On a vu que sur le plan du financement, on commençait déjà à voir entre les banquiers, l'ANA, ce que M. Blampin vient d'expliquer, mais le côté pratique, le côté administratif, il y a des normes à respecter, il y a toute une architecture pour que les aides soient accordées. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus fluide? Je crois que ce qui a péché par le passé, c'est justement, on l'a dit, cette instabilité et cette complexité. Instabilité parce que les dispositifs, il y a eu des changements de pieds brutaux. On a parlé du CITE, MaPrimeRénov', les C2E. Enfin, il y a eu donc à chaque fois, il y a eu ne serait-ce que le service d'accompagnement des particuliers a changé 5 fois de nom, 2 fois de mode de financement. Donc tout ça n'a pas été de nature à pouvoir véritablement donner confiance et à plutôt, côté professionnel, les professionnels ont attendu de se positionner et les particuliers ont plutôt été en arrêt par rapport à s'engager dans les travaux de rénovation énergétique. Après, il y a aussi la question de la dématérialisation complète de la demande d'aide et de MaPrimeRénov'. Alors certes, mais c'est aussi quand même une complexité supplémentaire. Il n'y a pas de droit à l'erreur. Et on a vu aussi que bon nombre de nos concitoyens peuvent abandonner en cours de demande parce que c'est trop compliqué, parce qu'ils n'arrivent pas à fournir tous les éléments. Et donc, il y a beaucoup de demandes insatisfaites qui finalement n'arriveront pas au bout. Et il y a également eu des déceptions par rapport à des montants de travaux qui n'ont pas été la réalité de ce que véritablement le particulier a pu percevoir au fur et à mesure des travaux qui ont été réalisés. Après, il y a la question, bien sûr, des fraudes, vous y avez fait référence, même si ce n'est pas très important globalement, mais en tout cas, ça marque les esprits, ça a été suffisamment médiatisé. Il y a eu en 2022 plus de 10 000 plaintes sur la plateforme Signal Conso, avec, on l'a vu, des fausses entreprises RGE, on l'a vu avec également des prétendus conseillers France Rénov', avec des escroqueurs, avec le démarchage abusif, même si aujourd'hui il est fort heureusement plus réglementé. Donc tout ça a continué à éroder la confiance de nos concitoyens. Et puis, il y a la question, je dirais principale, en tout cas, celle du montant du reste à charge, parce que c'est véritablement la variable essentielle du déclenchement des travaux de rénovation énergétique. Et donc, on voit bien combien le caractère stratégique à ce moment-là est important au niveau du calibrage des aides. Parce que, je l'ai dit, c'est un facteur d'inertie considérable, le montant du reste à charge, malgré les dispositifs qui sont très diversifiés et qui sont mis en œuvre. Et quand bien même on mobilise toutes les aides, y compris des aides locales, parce que, cher Thierry, il y a quand même des collectivités locales aujourd'hui qui abondent sur les travaux de rénovation énergétique, et quand on a tout mobilisé, eh bien, malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a un reste en charge en moyenne qui est supérieur à 30%. Pour les ménages très modestes, il est d'environ 32%, et pour les ménages modestes, de 52%. Et ces facteurs se sont encore aggravés au premier semestre 2022, puisqu'on est passé à plus de 35% du reste à charge pour le montant des travaux pour les ménages très modestes et 55% pour les ménages modestes. Et il y a aussi le fait, on l'a dit, qu'il y a un retour sur investissement qui est à très long terme. Et donc ce retour sur investissement, il n'incite pas de fait un certain nombre de nos concitoyens à se lancer dans des travaux de rénovation énergétique. Alors on va dire
quelle est la profitabilité d'une rénovation. Et la profitabilité d'une rénovation, elle se calcule à partir de 2 critères. Le premier critère, je l'ai dit, c'est le retour sur investissement. Il est supérieur à 10 ans. Il se fait sur plusieurs générations d'occupants du logement. Et ça, c'est un frein considérable. Et puis, le deuxième critère, c'est la valeur actuelle, réelle du logement. C'est-à-dire comparer les dépenses des ménages hors subvention aux bénéfices qui sont réalisés à travers les économies d'énergie. Et là, on voit bien que cette valeur actuelle, réelle du logement, elle est positive uniquement après 15 ans. Et elle est très souvent encore négative sur les travaux qui ont été réalisés plus de 15 ans après. Et donc tout cela, effectivement, ne favorise pas, bien évidemment, le fait que nos concitoyens puissent s'engager dans un parcours d'accompagnement et surtout dans un parcours de rénovation globale des logements. J'insisterai aussi sur le fait qui est pas suffisamment mis aussi en exergue, c'est que faire une rénovation globale de son logement, quand on occupe ce logement, c'est de plus en plus compliqué. Oui. Et que très souvent, eh bien, ces rénovations globales, elles ne peuvent pas se faire en site occupé. Et que cela induit des dépenses supplémentaires parce que, effectivement, il faut pouvoir déloger la personne pour pouvoir conduire la rénovation globale. Et c'est quand même un certain traumatisme, qu'on le veuille ou non. Donc ça explique aussi certain immobilisme ou attentisme qui est une réalité et dont on doit prendre en considération. Et enfin, sur les outils de financement, il y a quand même des marges de progression. Il y a l'éco-PTZ, qui est quand même intéressant, d'autant plus avec la hausse des taux d'intérêt, mais qui est encore très complexe. Phénoménal. Donc, parce que il est très complexe. Oui. Il est très complexe parce que je pense qu'il faudrait là aussi augmenter les plafonds. C'est ce que nous proposons dans notre rapport, jusqu'à 70 000 € pour des travaux de rénovation globale véritablement. Et puis, il y a la grande question du pré-avance rénovation. Alors, c'est un échec, il faut le dire. Une centaine seulement de pré-avance rénovation ont été contractés. C'est très peu. Seules 2 banques aujourd'hui sont impliquées dans le pré-avance rénovation, Crédit Mutuel et la Banque Postale. Mais c'est largement insuffisant d'une mobilisation du secteur bancaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des conditions restrictives extrêmement importantes sur le pré-avance rénovation. Et je pense que là, il y a des marges de manœuvre d'amélioration. D'abord, il faudrait que ce soit un PTZ pour les ménages les plus modestes. Ce n'est pas le cas actuellement. Il faudrait également que les frais hypothécaires et le préfinancement des aides à la rénovation énergétique puissent être dans les postes finançables par le pré-avance rénovation. Et puis, il faut aussi modifier les conditions au niveau du rang d'hypothèque, parce qu'aujourd'hui, le premier rang avec le crédit hypothécaire ou même un deuxième rang par rapport à la banque qui consent un pré-avance rénovation, ce sont des freins considérables pour que ça puisse trouver véritablement une accélération auprès des particuliers. Thierry Repentin, je vous donne la parole. Oui, je parlais tout à l'heure de boîte à outils. En écoutant Dominique, on voit que ça devient des boîtes à outils pour spécialistes. Ouais. Vous avez tous suivi. J'imagine. Moi, j'ai mal à la tête. Voilà. Disant cela, je vais revenir là-dessus, je veux redire que de toute façon, nous n'avons pas le choix sur le sujet de la rénovation énergétique. Il n'y a pas de consensus. Sur la recherche de la remise sur le marché des logements vacants en France, à peu près 10% de l'ensemble du parc. Si on fait le parallèle avec ce que nous disions, j'y reviens ce matin, le fait qu'on va moins construire, qu'il y a le ZAN dont on devra tenir compte. Et si on veut continuer à loger nos concitoyens, il faudra donc trouver capacité à le faire. Et dans le parc existant, donc, il y a une grande capacité à le faire, y compris en allant rechercher des logements vacants qui peuvent faire l'objet de travaux préalables pour la remise en état, en sachant que tout cela prend du temps, puisqu'on parlait des copropriétés. C'est un très, très gros enjeu. Moi, je suis persuadé qu'on va avoir une montée en puissance du nombre de dossiers des copros qui ont, pendant 2 ans, totalement dysfonctionné avec le Covid. Les assemblées générales ne se sont pas réunis, n'ont pas pris de décision d'investissement. Est arrivée la crise énergétique liée à l'Ukraine et donc les gens ont commencé à voir leurs factures énergétiques augmenter. Certains commencent à comprendre, des propriétaires bailleurs, que leur logement, ils ne peuvent plus bouger le loyer parce qu'ils sont en G, que bientôt ils ne pourront plus les louer et qu'ils ne pourront plus les vendre s'ils ne font pas les travaux nécessaires. Alors, ce n'est pas par conviction, je le regrette pour notre interlocuteur de Shift Project tout à l'heure, ce n'est pas par conviction environnementale, une grande partie. C'est lié
à leur pouvoir d'achat et à la valorisation de leurs biens que les choses aujourd'hui commencent à bouger. Et donc dans les copropriétés, nous allons avoir probablement, on le voit dans les retours que nous avons, enfin une motivation financière qui va aider à faire beaucoup plus de travaux. Mais entre le moment où le dossier est présenté en Assemblée Générale la première fois et la réalisation des travaux, c'est 6 ans et demi. 6 ans, ah oui. 6 ans et demi. Excellent. Parce que vous avez des stratégies au sein des copros totalement différentes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu un film qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelait Les Promesses, avec un maire d'une banlieue parisienne joué par Isabelle Huppert avec son directeur de cabinet, M. Reda Kateb, qui est confronté à une prise de décision dans une copropriété. On voit toutes les stratégies entre le propriétaire occupant, le propriétaire bailleur, les marchands de sommeil, ceux qui ne veulent rien faire. Bref, là, pour le coup, le ministre du Logement, il a un bel enjeu à modifier les règles de décision dans les copros. Vieux sujet, parce que derrière, il y a la chancellerie, et la chancellerie dit droit de propriété, mais il y a un vrai sujet sur la prise de décision. Je reviens quand même sur ce qui a été dit, sur les améliorations. Déjà, on est dans une politique où on avance en marchant. MPR, MaPrimeRénov', pardon, excusez-moi, 2020, c'est tout à fait récent. France Rénovation, c'est encore plus récent. Donc les choses s'installent. On sera l'an prochain, à partir du 1er janvier, dans les maisons France Service aussi, ce qui fait que dans les territoires, notamment ruraux, où il y a Maison France Service, il y aura le premier accès à l'ANA. Et puis, il y a des ponts à faire qui ne se sont pas faits pour le moment. Monsieur Blancpain dit, nous, c'est une activité annexe, en tout cas pas majeure. Comment on fait? Dans quelques villes, on fait des expériences où, quand un client vient pour un projet de rénovation de son habitation, le banquier dit, est-ce que vous avez pris contact avec France Rénov' ou l'association qui, localement, est chargée de... Et c'est lui qui prend le rendez-vous avec l'accompagnateur Rénov', qui est un accompagnant de confiance, qui va regarder la nature des travaux, voire même faire évoluer le contenu des dossiers. Il faut savoir qu'un ménage sur deux change son projet une fois qu'il a franchi la porte de France Rénov', ce qui n'est pas le cas quand il va voir son banquier, parce qu'il a son projet, il dit c'est ça le meilleur, il va voir, il revient, voilà. Il a même parfois accès à des subventions dont il ignorait totalement la réalité. Et il faut mieux vendre l'éco-PTZ, 80 000 en 2022, 400 sur des projets de rénovation. Il y a une marge considérable. Il faut voir, je pense, le verre à demi plein, qu'on va chercher à remplir un peu plus. Donc tout ça avance. C'est vrai aussi, c'est vrai que quand le retour sur investissement, il est de 30 ans, c'est pas simple. On garde en France une propriété d'un appartement, d'une maison, en moyenne 10 ans. Donc au-delà de l'âge que vous avez, c'est aussi le fait qu'il y a une rotation, on achète, on revend, parce que la famille, elle change. Il y a une petite chose, c'est la valeur marchande. Effectivement, au-delà des fluides, aujourd'hui, une maison ou un appartement qui est rénové dans les règles de l'art a une valeur marchande qui spontanément augmente, suivant ce que vous faites, de 2, 3, 5%, donc vous l'intégrez. C'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Toutes les choses positives doivent être valorisées. Voilà, donc voyons plutôt comment, collectivement, sur une politique publique qui soit portée par tout le monde, y compris par les collectivités locales, on peut être meilleur que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. On a fait 67 000 rénovations globales l'an dernier. On a un objectif à 200 000. Je ne suis pas sûr qu'on y arrivera. Parce que, in fine, quand même, vous, propriétaire de votre appartement, de votre maison, c'est vous qui allez prendre la décision quand même, au regard du montant des travaux, des semaines de travaux avec lesquels vous allez vivre, avec les artisans qui vont venir chez vous, qui allez prendre la décision, soit de faire une rénovation globale avec une aide, soit de se dire, je ferai plutôt par geste sur plusieurs années. Et in fine, c'est quand même le ménage qui choisit. In fine, il n'y a pas d'imposition pour le moment.
Ce qu'on entend aussi, c'est beaucoup de peur. Madame la sénatrice, tout à l'heure, a parlé de l'âge des propriétaires occupants, dont une part importante a plus de 65-70 ans. Parler dématérialisation, parler tout ça à ces gens-là, c'est pas possible. C'est vraiment un accompagnement Oui, alors, sur mesure, mais... mon accompagnateur Rénov', à partir du 1er janvier 2024, l'an prochain, Oui. aura aussi pour mission d'accompagner celles et ceux qui ont quelques difficultés avec les outils informatiques. Oui, et puis les calculs et tout. Et puis c'est important quand même que les collectivités restent vraiment le point d'entrée des personnes qui vont s'inscrire dans une démarche, dans un parcours d'accompagnement, dans une demande d'aide à la rénovation énergétique, parce que voilà, qu'elle soit le lieu d'information, parce qu'il y a une proximité, parce qu'il y a déjà une confiance qui est établie. Et bien évidemment, la question sera de savoir, parce qu'aujourd'hui mon accompagnateur Rénov' va se mettre en place uniquement à partir du 1er septembre, mais c'est comment il va s'inscrire dans ce paysage actuel local, mais il faut vraiment que les collectivités restent au cœur aussi de ce dispositif. On a parlé des propriétaires occupants, il y a la question des propriétaires bailleurs et du DPE qui pèse sur leur interdiction bientôt de louer un certain nombre de logements. Comment on peut convaincre des propriétaires bailleurs, et est-ce qu'il y a tous les outils juridiques pour le faire? Je pense à une copro dans laquelle il y a 2 propriétaires bailleurs et 100 propriétaires occupants qui n'ont pas envie de voter les travaux. Comment ça se passe? Moi, je pense que dans les copropriétés, je pense que ça passe par un DPE collectif. Parce que c'est un DPE collectif qui va permettre de rendre les copropriétaires solidaires face aux défis de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, vous avez dans une même copropriété des étiquettes qui sont données à des logements qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Et donc, forcément, vous allez avoir des gens qui savent leur logement étiqueté F et G, qui voudraient entreprendre des travaux de rénovation énergétique rapidement dans l'urgence, et d'autres qui vont freiner parce que, bien sûr, leurs logements ne sont pas étiquetés de la même manière. Donc, c'est difficile d'avancer dans ces conditions-là. Et c'est difficile aussi de mettre en œuvre des dossiers qui concernent des copropriétés sur du long terme, comme l'a dit Thierry Repentin, alors qu'il y a finalement une annualité quelque part, des aides et un changement. Donc nous, on préconise véritablement qu'il y ait dans les copropriétés un DPE collectif qui soit opposable, et surtout pour mettre ensuite en œuvre les interdictions de louer qui ont été arrêtées par la loi climat et résilience. Je pense que c'est une des solutions, et ça permettra aussi de pouvoir, à partir de ce moment-là, abaisser les règles de majorité et faire en sorte que, par exemple, lorsqu'on veut mettre en œuvre un emprunt pour une copropriété, on puisse peut-être passer à la majorité simple. Bertrand Blancpain, est-ce qu'on peut imaginer des outils de financement qui viennent du monde bancaire pour encourager les propriétaires bailleurs à rénover ? Oui, moi je le disais tout à l'heure, on a la capacité de répondre à des projets bien spécifiques au travers, d'une part, d'accélérateurs au travers des taux d'intérêt. On peut travailler sur les durées, on peut travailler sur les montages avec des parties amortissables, des parties in fine, etc. Enfin, je veux dire, le monde de la banque a tous les outils pour accompagner de façon entre guillemets individuelle des projets qui peuvent être complexes. Et c'est ce que nous faisons, et que nous faisons depuis de nombreuses années sur des très gros projets de rénovation. Je citais dans la tribune avec Brest Métropole Habitat, qui a pris un prêt Impulse sur lequel à la fois il y a un suivi d'une quarantaine de critères pour l'inciter, je veux dire, à aller dans une rénovation énergétique importante et suivie et maîtrisée, mais aussi en contrepartie avec une diminution de la charge d'intérêt relativement importante. Donc le monde bancaire, je le disais en préambule, est là pour accompagner. La majorité des banques ont envie d'accompagner. Et lorsqu'on est sur des propriétaires bailleurs, je veux dire, c'est un peu plus simple que lorsqu'on est sur du particulier. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'inquiétude sur la partie B2B. Enfin, vraiment, moi, l'inquiétude, et c'est un peu le débat, c'est pas une inquiétude, mais c'est de dire il faut qu'on travaille ensemble. C'est comment on peut accompagner le particulier qui est vraiment un peu parfois perdu, qui se pose la question de la rentabilité. Aussi, Madame la sénatrice le disait aussi, il y a quand même la valeur patrimoniale qu'il ne faut pas négliger.
parce que même si on est, entre guillemets, âgé, rénover son logement, d'abord, il y a une économie quand même qui est faite sur les flux mensuels, mais aussi en termes de cession, de transmission, c'est aussi une préparation à transmission pour les enfants. Et je pense que on ne perçoit pas encore maintenant la dégradation des valeurs pour les logements qui n'auront pas été rénovés. Pour l'instant, on n'en est qu'au début, et je pense que les gens font attention. Déjà, je pense que les acheteurs font attention sur le DPE, mais je pense que ça va s'accélérer, et ça va aller en s'accélérant. Donc voilà, moi je ne suis pas inquiet, mais par contre, travaillons ensemble sur les particuliers, et puis passons aussi les bons messages. C'est vrai que parfois, c'est un peu malheureux, un peu la culture française, c'est qu'on met toujours en avant les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir 5 ou 6 heures de retard dans les déplacements. Mais bon, à 98%, je suis toujours à l'heure. Merci beaucoup. On va passer aux questions du public. Un micro va circuler. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce gros sujet qui est la rénovation ? Waouh. C'est à vous. Oui, merci. Rémi Babu du Shift. Je ne peux pas prendre la place s'il y a quelqu'un qui a des questions, vu que j'ai déjà eu le micro. J'ai une question pour Madame Sassone et Monsieur Repentin quant au financement de l'accompagnement. Parce que on sait aujourd'hui que c'est quand même un sujet d'accompagner plus et mieux. Aujourd'hui, l'accompagnement, donc pour faire un rapide topo avant de poser la question, c'est le programme SAR qui finance les espaces type France Rénov'. Le programme SAR, c'est un programme qui est à moitié financé globalement par des C2E. Alors, c'est pas vraiment le budget de l'État, c'est les énergéticiens qui payent via une logique de marché des programmes qui participent à réduire les consommations énergétiques et donc qui financent pour moitié à peu près les espaces type France Rénov'. Et l'autre moitié, c'est les collectivités locales qui abondent. Et ce mode de financement-là, il est assez peu pérenne. Il a été mis en place en 2020, si ma mémoire est bonne, et vraiment quasiment jusqu'au dernier moment, les espaces verts à l'époque ne savaient pas vraiment à quelle sauce ils allaient être mangés, s'ils allaient pouvoir continuer les financements, sachant qu'aujourd'hui, c'est quand même assez difficile de trouver des profils d'accompagnateurs France Rénov' qui savent un petit peu faire de la technique, un petit peu du financement, un petit peu de l'accompagnement. En fait, quelle est la question ? Donc la question, c'est, pardon, excusez-moi, c'est qu'est-ce que vous préconisez comme mode de financement en fait pour sortir de cette logique trop court-termiste du SAR et permettre à ces structures-là de se bâtir dans la durée. Et mon autre question, c'est plutôt pour Monsieur Blancpain, c'est est-ce que vous pourriez, si vous avez la vision, nous expliquer pourquoi le PTZ ou le PAR, par exemple, sont si peu distribués ? Typiquement sur le PTZ, a priori c'est quand même pas très très favorable pour les banques et donc préfèrent distribuer autre chose. C'est des choses qu'on a mis à jour avec une campagne qui s'appelle Unlock qu'on soutient avec le Shift. Voilà, il y aurait des moyens au niveau européen par exemple de mieux refinancer ces prêts, etc. Donc voilà, pourquoi et comment on pourrait faire mieux ? Alors qui se lance ? Prêt au zéro, merci. Alors oui, le prêt au zéro a eu de très très belles heures d'utilisation. Ça a baissé notamment avec la baisse des taux. Je veux dire, il ne faut pas oublier qu'on a vécu une situation complètement atypique, anormale. Quand j'étais étudiant, jamais on m'a enseigné que les taux d'intérêt pouvaient être négatifs. On les a connus, donc c'était un grand changement de paradigme, mais depuis, on va dire, 2017, on assiste à une baisse des taux importante. Et donc c'est vrai que les types de prêts PTZ qui étaient intéressants, et notamment pour les primo-accédants, pour des logements peut-être un peu plus modestes, et qui avaient un avantage aussi en termes de taux d'intérêt, ont perdu de leur efficacité dans le contexte de baisse des taux. Après, il faut rappeler aussi que pour un banquier, le prêt à taux zéro à monter, c'est un peu compliqué. Et puis, il faut rappeler aussi, vous ne le savez peut-être pas, c'est que les contrôles qui sont faits sur l'utilisation des prêts à taux zéro interviennent de nombreuses années après et que, c'est facile de refaire l'histoire quelques années après.
Donc les banquiers, liés à la baisse des taux, le fait que ce soit un peu compliqué et puis que derrière, il y avait des contrôles qui n'étaient pas toujours très très sympas du SGAF, font qu'ils ont utilisé, je veux dire, des prêts relativement classiques. Mais bon, c'est des prêts à la conso, oui. des prêts qui peuvent revenir avec le contexte de taux plutôt en avant. Après, il y a un deuxième élément, mais là, on va dire, c'est plus entre guillemets politique. Le HCSF a quand même aussi sorti des primo-accédants du marché de l'immobilier, avec les normes en termes de taux d'intérêt, en termes de durée, etc., etc. Et que aussi les prêts à taux zéro correspondaient justement aussi à une population qui était ces primo-accédants. Donc je sais, voilà, c'est plutôt un point d'interrogation. Mais il ne faut pas oublier aussi que du côté du banquier, et parfois on entend que les banquiers ne prêtent pas beaucoup. Je veux dire, depuis les conditions du HCSF, nous avons des contrôles. Tous les mois, nous devons déclarer la production et nous avons des contrôles réguliers de la Banque de France pour voir si on respecte bien le fait de ne pas dépasser les 25 ans ou les 27 ans s'il y a un différé, les 35%. On ne tient pas compte du reste à vivre, hein. Je vais citer un exemple. Hein. Si on est 2 dans le foyer, qu'on gagne, je ne sais pas, 200 000 euros, on fait un emprunt qui va nous prendre la moitié de notre revenu. Bon, je veux dire, le reste à vivre nous permet d'être tranquille, quoi. Ça, le HCSF ne l'a pas pris en compte. Donc, vous voyez, il y a peut-être des mécanismes parfois qu'il faut revoir. Peut-être je n'ai pas la réponse sur le financement du service d'accompagnement. C'est vrai que c'est un réel sujet. On le voit bien aujourd'hui, si on veut que les collectivités continuent à remplir cette mission et à être ce point d'entrée et ce lieu d'information et d'accompagnement, il faut aussi qu'il y ait des moyens de financement. Aujourd'hui, soit c'est de nouveaux programmes de C2E, ou alors il faut qu'il y ait un abondement par une dotation de l'État, parce que les collectivités locales ne peuvent pas prendre la totalité d'un service d'accompagnement sur leur propre budget de fonctionnement. C'est une réalité. Et puis, il y a quand même la question, effectivement, du financement de mon accompagnateur Rénov', sur laquelle aujourd'hui on n'a pas véritablement toutes les réponses. Merci beaucoup. Non, le mot de la fin pour Thierry Repentin. Alors, pour compléter ce que vient de dire Dominique Estrosi-Sassone, effectivement, mon prédécesseur qui était la maire de Rennes, quand elle était en place, il y avait un budget d'environ 700-800 millions d'euros à l'ANA. Cette année, on est à 3,2 milliards et on est en train de négocier pour l'an prochain une rallonge de l'ordre, je ne peux pas donner des chiffres, mais... Et le ministre il va nous... Mais plus qu'un milliard. D'accord. Plus qu'un milliard pour financer les travaux. Et c'est la première ministre qui l'annoncera, ou le ministre du Logement, j'en sais rien, mais en tout cas, on est plutôt optimiste. Donc, j'allais vous dire, moi, je suis assez pragmatique. Moi, j'ai besoin d'argent pour que les gens fassent des travaux. On a besoin de les informer en préalable avec les collectivités locales et les associations qu'on finance. J'allais vous dire, peu m'importe d'où vient l'argent, si ce soit une dotation budgétaire ou issue des C2E, c'est un choix qui appartient effectivement à l'État. C'est sans doute moins indolore aujourd'hui dans les discussions budgétaires au Parlement de le prendre sur les C2E. C'est un truc que gère le ministère de la Transition. Il en fait un peu ce qu'il veut. Ça passe pas complètement dans les débats parlementaires. Alors qu'en loi de finances, chaque somme de chaque ministère, il faut se battre comme des chiens pour avoir ce que l'on a besoin en face. Donc, c'est sûr que c'est mieux d'avoir une vision pluriannuelle et de se dire on stabilise vos financements. Vous les aurez sous une forme ou une autre, mais je vois, par exemple, il y a des opérateurs du monde HLM, en leur disant qu'on va sans doute décrocher 1 milliard de plus l'an prochain, ça va les faire jalouser, hein, parce que parfois on se bat pour 10, 20 ou 30 millions d'euros. Et si on se bat pour ça, c'est que, et je finis ce chiffre, les logements que nous habiterons, que nos enfants habiteront en 2050, c'est-à-dire aux objectifs de la SNBC et de tous les engagements de la France, pour 80%, ils sont déjà construits. Donc le chantier du siècle sur le logement, c'est aussi l'investissement que l'on fait sur ce qui est bâti. Voilà, merci. Merci beaucoup. Madame, monsieur, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de votre attention. Alors,